On raconte souvent l'histoire de la colonisation française en Afrique à travers des dates figées, des noms de gouverneurs, de généraux ou de traités signés à la pointe des baïonnettes. Mais derrière ces récits officiels se cache une autre mémoire, plus vibrante, plus humaine, souvent oubliée. Une mémoire faite de cris de guerre, de sacrifices et de visages de femmes qui ont refusé de plier le genou devant l'envahisseur. Parmi elles, les Amazones du Dahomey tiennent une place unique. Elles ne sont pas des légendes inventées pour nourrir l'orgueil d'un peuple. Elles ont existé, elles ont combattu, elles ont saigné, et leur histoire résonne encore comme un appel à la dignité. Pour comprendre leur destin, il faut d'abord plonger dans l'univers du royaume du Dahomey au XIXe siècle. Situé sur les terres de l'actuel Bénin, ce royaume avait émergé au XVIIe siècle et s'était rapidement imposé comme une puissance incontournable en Afrique de l'Ouest. Sa capitale, Abomey, était une cité fortifiée, centre politique et spirituel du royaume, où les palais royaux racontaient à travers leurs fresques les exploits des souverains passés. Le pouvoir du roi reposait sur un système politique fortement centralisé, une administration organisée, un réseau de vassaux fidèles et surtout une armée redoutée dans toute la région. Mais cette armée avait une singularité qui fascinait autant qu'elle l'effrayait, le corps des guerrières, appelé Mino, c'est-à-dire nos mères en langue fon. Ces femmes n'étaient pas de simples auxiliaires. Elles formaient une élite, recrutée dès le plus jeune âge, souvent arrachée à leur famille pour être entièrement dévouée au roi et au royaume. Leur formation était impitoyable, exercices physiques éprouvants, maniement des armes, discipline stricte, résistance à la douleur. On les habituait à franchir des obstacles hérissés d'épines, à supporter des blessures sans plainte, à exécuter des ordres sans hésitation. Leur initiation avait pour but de tuer toute peur en elles. Une fois intégrées, elles devenaient des soldates redoutables, considérées comme invincibles par leurs compatriotes et comme terrifiantes par leurs ennemis. Les Européens qui les rencontrèrent au XIXe siècle restèrent stupéfaits. Les récits de voyageurs, de missionnaires et surtout de militaires français décrivent des femmes qui chargeaient avec des machettes, des fusils ou des lances, avançant sans peur contre des ennemis mieux armés. Leur réputation dépassa rapidement les frontières du Dahomey. Elles incarnaient une sorte de paradoxe vivant aux yeux des observateurs occidentaux, habitués à considérer la guerre comme un domaine exclusivement masculin. Mais au Dahomey, ces guerrières représentaient quelque chose de plus profond. Elles étaient l'incarnation de la fidélité absolue au roi et de la défense sacrée de la terre des ancêtres. Leur organisation militaire était rigoureuse. Les Mino étaient divisés en régiments spécialisés. Certaines utilisaient des fusils, d'autres des armes blanches, d'autres encore s'entraînaient à des assauts rapides. Elles avaient leur propre chef, obéissaient directement au roi et vivaient dans des quartiers réservés près du palais d'Abomey. Leurs chants de guerre, leurs cérémonies et leur entraînement forgeaient une unité sans faille. Être une Amazone signifiait couper les liens avec le monde extérieur, renoncer au mariage et consacrer chaque souffle de sa vie à la défense du royaume. Leur existence même était un défi à l'imaginaire colonial qui peignait l'Afrique comme une terre passive. Ici, des femmes devenaient le rempart vivant contre l'invasion. Mais à la fin du XIXe siècle, le danger prit une forme implacable, la France coloniale. Dans le cadre de sa conquête de l'Afrique de l'Ouest, Paris décida d'imposer un protectorat sur le Dahomey. Les tensions montèrent rapidement. Le roi Béhanzine, intronisé en 1889, refusa catégoriquement de céder à ces pressions. Pour lui, accepter la tutelle française équivalait à une trahison envers ses ancêtres et à une humiliation insupportable pour son peuple. Béhanzine n'était pas seulement un monarque, il était aussi poète, stratège et farouche défenseur de l'indépendance. À ses côtés, les Amazones se préparaient à l'inévitable, une guerre ouverte contre une puissance européenne. La première confrontation éclata en 1890.
Les Français, équipés d'armes modernes, de canons et de mitrailleuses, pensaient écraser rapidement la résistance. Mais les Amazones surprirent par leur audace. Dans la bataille de Cotonou, elles se lancèrent dans des assauts frontaux, courant sous les balles, hurlant des chants guerriers, prêtes à mourir plutôt que de reculer. Les officiers français furent stupéfaits par leur courage. On raconte qu'une Amazone, blessée à plusieurs reprises, continua de combattre jusqu'à son dernier souffle, refusant de laisser son arme tomber. Ces scènes se répétèrent dans plusieurs affrontements, gravant dans la mémoire des soldats français l'image de combattantes inflexibles. Pourtant, malgré cette bravoure, l'écart technologique était immense. Les fusils gras et les canons français décimaient les rangs du Dahomey. À Dogba, en 1890, les pertes furent terribles. Des centaines d'Amazones tombèrent sous le feu ennemi. Mais loin d'abandonner, elles redoublèrent de férocité. Leur tactique consistait à utiliser la vitesse, l'effet de surprise et la connaissance du terrain. Elles surgissaient des forêts, frappaient par vagues et disparaissaient aussitôt. Ce mode de combat harcelait les troupes françaises, mais il ne pouvait inverser le rapport de force. La guerre se prolongea, plongeant le royaume dans une résistance désespérée. Et pourtant, derrière chaque bataille, il y avait une dimension humaine souvent oubliée. Imaginez une jeune fille de 15 ou 16 ans, arrachée à son enfance pour devenir une minot. Elle apprend à manier la machette, à courir pendant des heures sans faillir, à ignorer la faim et la douleur. Le jour de la bataille, elle se tient face à des fusils modernes dont elle connaît la puissance. Son cœur bat, sa gorge est sèche, mais elle avance. Elle avance parce que derrière elle, il y a Abomey, il y a ses ancêtres, il y a l'honneur d'un peuple qui refuse l'esclavage. Son pas résonne comme un défi lancé à l'histoire. Et ce défi, même s'il devait se solder par une défaite militaire, allait devenir une victoire morale immortelle. En 1892, la tension atteignit son point de rupture. Les ambitions coloniales de la France ne laissaient plus de place à la négociation. Cette fois-ci, l'expédition militaire fut massive. Plus de 2000 soldats français, appuyés par des tirailleurs sénégalais, équipés de canons et de mitrailleuses. Face à eux, le roi Behanzin mobilisa toutes ses forces. Les Amazones furent déplacées à l'avant-garde, non seulement parce qu'elles étaient redoutables, mais aussi parce qu'elles incarnaient la volonté inébranlable du Dahomey de défendre sa souveraineté. La guerre qui s'ouvrait allait être l'une des plus sanglantes de l'histoire coloniale en Afrique de l'Ouest. Dès les premiers affrontements, les combats furent d'une violence extrême. Les Amazones menaient des charges frontales d'un courage insensé, défiant la pluie de balles et de projectiles. À chaque bataille, elles donnaient l'impression de préférer la mort à la reddition. Les Français eux-mêmes, pourtant habitués aux conflits coloniaux, furent bouleversés par cette détermination. Certains officiers notèrent dans leurs rapports que jamais ils n'avaient vu une telle bravoure. Mais ces témoignages allaient aussi devenir des armes de propagande, utilisées pour montrer que la France n'avait pas vaincu un peuple faible, mais des combattants dignes et redoutables. Parmi les batailles les plus marquantes de cette campagne, celle d'Achukpa reste gravée dans les mémoires. Les Amazones, armées de fusils rudimentaires, de lances et de machettes, affrontèrent les lignes françaises avec une intensité qui glaça le sang des soldats. Elles se jetaient sur les canons, tentaient d'arracher les fusils des mains de l'ennemi, et certaines, même mortellement blessées, continuaient de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Les pertes furent effroyables, mais leur rage de vaincre fit trembler l'armée coloniale. Les officiers français comprirent que cette guerre ne se gagnerait pas seulement par la force des armes, mais aussi par l'épuisement psychologique et la terre brûlée. La stratégie française, impitoyable, consista à avancer méthodiquement en détruisant tout sur leur passage. Villages incendiés, récoltes brûlées, populations massacrées ou déplacées. L'objectif était de briser l'esprit de résistance en frappant au cœur même de la société dahoméenne. Les Amazones, elles, continuaient de mener des attaques éclairs,
surgissant de la forêt pour semer la terreur dans les rangs ennemis avant de disparaître. Mais cette guérilla héroïque se heurtait à une réalité tragique. Face à une machine de guerre moderne, disciplinée et déterminée, l'issue semblait inévitable. L'un des moments les plus symboliques de cette guerre fut la défense d'Abomey. La capitale, joyau politique et spirituel du royaume, devint le théâtre d'un siège implacable. Les Amazones s'étaient jurés de protéger la cité et le roi jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Chaque rue, chaque mur, chaque porte devint un champ de bataille. On raconte que certaines guerrières, voyant la défaite approcher, se donnèrent la mort plutôt que de tomber vivantes entre les mains des Français. D'autres furent capturées, mais même captives, elles impressionnaient par leur fierté et leur refus de l'humiliation. En novembre 1892, Abomey tomba finalement. Le roi Béhanzin, conscient qu'il ne pouvait plus continuer la lutte sans sacrifier tout son peuple, décida de se rendre. Quelques mois plus tard, il fut capturé et exilé d'abord en Martinique puis en Algérie, où il mourut en 1906. Avec lui, c'était la fin d'un royaume indépendant qui avait résisté avec acharnement à la colonisation. Les Amazones, dispersées, furent progressivement dissoutes. Certaines rejoignirent la vie civile, d'autres moururent dans l'ombre, portant avec elles la mémoire d'une lutte farouche. Officiellement, leur corps d'élite cessa d'exister. Mais dans la mémoire populaire, elles restèrent immortelles. Car l'histoire des Amazones du Dahomey ne s'arrête pas à la défaite militaire. Bien au contraire, c'est après la chute qu'elles commencèrent à devenir des légendes. Dans les récits oraux transmis de génération en génération, elles étaient décrites comme des héroïnes invincibles, des mères du peuple qui avaient tout donné pour la liberté. Leur souvenir devint un réservoir de fierté nationale, un antidote au discours colonial qui voulait faire croire que l'Afrique avait toujours été vaincue, soumise, incapable de résister. À travers elles, le peuple béninois pouvait affirmer « Nous avons lutté, nous avons saigné, nous n'avons jamais été passifs ». Aujourd'hui encore, leur mémoire continue de résonner. Au Bénin, on peut voir des monuments, des fresques et des cérémonies qui rappellent leur existence. Dans les familles, certains affirment descendre de ces guerrières et portent cette filiation comme un honneur. Et au-delà du Bénin, leur histoire inspire l'Afrique entière, car elle montre que même face à une puissance écrasante, il est possible de défendre sa dignité. Cette leçon traverse le temps. La liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert, parfois au prix du sang. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est qu'elle ne relève pas seulement du passé. Elle dialogue directement avec notre présent. Dans un monde où les récits coloniaux continuent d'influencer la manière dont on perçoit l'Afrique, se rappeler les Amazones du Dahomey, c'est redonner une voix à celle qu'on a voulu réduire au silence. C'est dire aux jeunes Africains et Africaines, vos ancêtres n'étaient pas seulement des victimes, ils étaient aussi des résistants, des stratèges, des bâtisseurs de dignité. Et surtout, vos ancêtres incluaient des femmes qui ont bouleversé les frontières du possible en devenant des guerrières redoutées sur les champs de bataille. L'héritage des Amazones réapparaît même dans la culture contemporaine. Le cinéma hollywoodien s'en est emparé, parfois en le déformant, comme dans le film The Woman King. Mais au-delà des interprétations extérieures, c'est aux Africains eux-mêmes de réinvestir cette mémoire, de la raconter à leur manière, avec leurs mots, leur fierté et leur vérité. Car l'histoire n'est pas seulement une affaire de date ou de bataille. C'est une arme pour l'avenir. Savoir que des femmes ont un jour tenu tête à l'une des armées les plus puissantes du monde donne une force immense à celles et ceux qui, aujourd'hui, se battent encore pour la justice, l'égalité et la liberté. Au fond, ce que nous enseignent les Amazones du Dahomey, c'est que la vraie défaite n'est pas dans la perte d'un territoire ou d'une bataille. La vraie défaite, c'est de perdre la mémoire de la résistance. Tant que leur histoire est racontée, tant que leur chant résonne, même à travers nos voix, elle continue de vivre. Et cette mémoire est un héritage précieux pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Alors souvenons-nous, en 1892, sur les terres du Dahomey, des femmes se sont levées, armées de leur courage et de leur dignité, pour défier une armée moderne venue les soumettre.
Elles savaient que leurs chances de victoire étaient minces, mais elles se sont battues quand même. Leur sacrifice est une leçon universelle. La liberté mérite d'être défendue, quel qu'en soit le prix. Et si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si nous redonnons la parole aux résistances africaines que l'histoire coloniale a voulu effacer, ensemble, faisons revivre ces mémoires, non pas comme de simples récits du passé, mais comme des sources de force pour notre présent et pour l'avenir de l'Afrique.